Donc bonjour et bienvenue sur Littérol et sur leur sujet consacré à Drakiris et en fait à mon expérience d'organisateur de jeux de rôle grandeur nature. On est sur le 3e épisode, ça fait 5 mois maintenant qu'il n'y a pas eu d'épisodes qui sont sortis, que ce soit sur la chaîne Spotify ou la chaîne YouTube, donc d'abord c'était un petit peu le moment quand même de revenir à ça. Alors les raisons de cette absence, je vais faire un petit point dessus, c'était simplement en fait parce que, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées avec la chaîne dernièrement. Et puis aussi parce que je voulais me consacrer à l'écriture au maximum du 3e sujet sur Vampire la Mascarade. Il y a eu des changements d'écriture par rapport à ça, je vais essayer de développer un peu plus certaines thématiques que j'avais développées dans le 2e épisode, le but encore une fois étant d'essayer d'offrir un contenu le plus complet possible. Pour revenir donc maintenant juste sur ces podcasts hors sujet, grâce au 2e en fait podcast qui était l'impossible partage de la vision, qui parlait en fait de l'idée de transmettre la vision d'un auteur à des joueurs et donc à des personnes qui vont se retrouver à jouer dans son univers. Là, mon idée, mon optique pour ce 3e épisode et en fait pour les épisodes qui suivront est toujours d'aborder la thématique en lien avec une notion, on va dire, autoludique, mais en même temps d'essayer d'amener ces réflexions basées sur mon vécu, sur mon expérience, sur les à côté en réalité. Bien. Par rapport à ça, une des choses que je voulais revenir, sur lesquelles je voulais revenir en fait pour cet épisode de podcast, c'était justement sur la notion d'équilibrage. Et donc ce sera le thème de notre 3e épisode, l'équilibrage entre les factions et en fait l'équilibrage au niveau des joueurs. Donc on revient un petit peu sur l'expérience Drakiris. Le principe du jeu de rôle Drakiris, du grandeur nature Drakiris, je l'avais déjà dit dans un premier podcast, mais c'était l'adaptation d'un wargame. Un wargame sur la base où il n'y avait que 2 joueurs qui s'affrontaient sur le modèle encore une fois de Warhammer et autres. Alors je sais qu'il existe des règles qui permettent de s'affronter à plusieurs, mais restons sur cette idée d'un joueur face à l'autre. Cette idée bipartite, en fait, vous avez déjà eu plusieurs personnes qui ont analysé les difficultés de celle-ci, étant donné que, en règle générale, la plupart du temps, on part du principe que c'est une mauvaise répartition. J'y reviendrai un peu plus loin, mais on remarque que dès le départ, ça va teinter en fait le jeu de rôle dans la nature, puisqu'on va partir du principe d'une opposition entre 2 camps. La raison à ça, j'y reviendrai dans une partie suivante, mais c'est qu'on a cette culture qui nous a été amenée et qu'on a hérité en fait du jeu de rôle classique déjà de base. Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez toujours aller voir un peu ce que j'explique. C'est des notions que je creuse un peu dans mon analyse de Vampire la Mascarade, dans cette idée que nous sommes dans un monde où le bipartisme va vers là, enfin c'est quelque chose vers lequel on tend le plus possible. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de blanc ou noir, de deux forces qui s'opposent, et c'est une réalité qui a toujours tendance à être amenée par notre vision historique des différents conflits qui ont pu se dérouler. On a tendance à s'imaginer qu'en fait il y a toujours deux factions qui vont s'affronter, les forces de l'Axe et les alliés, etc., etc. Alors, la problématique qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'effectivement, si vous voulez un conflit majeur entre vos joueurs, on va avoir tendance à se dire, si on ne met que 2 groupes, la solution diplomatique sera moindre ou amoindrie, l'idée de combattre, de provoquer une guerre. L'autre problématique par rapport à l'idée, c'est que la plupart des jeux d'opposition qu'on a, à part quelques exemples que je reviendrai juste après, mais la plupart des jeux d'opposition qu'on imagine, notamment sur des notions stratégiques et tactiques, s'engagent la plupart du temps sur 2 joueurs. Regardez la plupart des jeux de stratégie, qui sont les plus souvent mis en place par les gens, et je parle des jeux de société, on va pas partir sur les sphères vidéoludiques, mais sur les jeux de stratégie en règle générale, la plupart du temps, l'idée c'est de terminer par un duel, c'est de terminer par un affrontement entre les 2 meilleurs. Ce qu'on observe par rapport à cette espèce de particularité, donc que ce soit dans les jeux de cartes, bien sûr, les jeux de cartes d'opposition ont le plus souvent 2 adversaires, c'est qu'à partir du moment où vous avez un adversaire supplémentaire, vous augmentez la possibilité. C'est ce principe, en fait, que je reviendrai vraiment dans la suite, d'un affrontement qui se veut être une impasse mexicaine. Et vraiment, ça, la partie sur l'impasse mexicaine, j'y reviendrai après. Donc, Drakiris part du principe que nous avions 2 camps
alors 2 camps qui allaient se subdiviser derrière en deux à chaque fois, mais il y a toujours cette notion qu'il fallait un adversaire contre un autre adversaire, et que les autres devaient s'agglomérer aux différents groupes existants. Alors par rapport à ça, les différentes problématiques, notamment lorsque vous faites du jeu de rôle grandeur nature et que vous voulez essayer de créer une équité entre vos joueurs, c'est que vous devez déjà réfléchir, si vous réfléchissez en 2 groupes, vous devez déjà réfléchir en termes d'équité de groupe. C'est-à-dire, vous savez que par exemple, pour prendre l'exemple qui était celui de Dracarys, les orques ont un costume qui est jugé plus complexe que les humains. Pourquoi ? Parce que vous avez la nécessité du maquillage, voire d'un masque, dans des conditions d'été, donc ça veut dire que ce sont des choses qui s'imposent en fait aux joueurs, et pour combler cette imposition, on va rajouter un avantage à jouer orc, parce que d'un côté on sait qu'on aura moins de joueurs orcs, c'est-à-dire que si demain je lance un jeu Seigneur des Anneaux, en demandant par exemple à ce qu'il y ait le même rapport de force que dans les romans entre les orques et les hommes, je sais que je n'aurai aucune chance de remplir mon jeu de rôle grandeur nature dans le même rapport de force, c'est-à-dire d'avoir 4, 5, 6 orques pour un humain. À moins de faire un jeu qui va se centrer sur une communauté humaine très petite, très raccourcie, et de permettre aux orques d'être autre chose que de la chair à canon. Cette problématique-là, elle fait que le maximum de joueurs orques qui avait été envisagé pour Dracarys, alors de mémoire, c'était 60. Vous aviez 40 orques d'un côté, qui était un bloc d'une nation, et vous aviez une vingtaine d'orques autres. Et donc, pour être sûr de pouvoir remplir, et pour être sûr de pouvoir aider au mieux le fonctionnement de ces créatures, on leur avait donné des avantages. Alors, je vais faire un peu jouer ma mémoire, mais de mémoire, ils avaient 2 points de vie supplémentaires. Je ne crois pas qu'ils avaient la régénération, mais ils avaient au moins 2 points de vie supplémentaires. Et le principe d'équité, c'était fabriqué autour de cette notion de point de vie. Alors, 2 points de vie supplémentaires, ça a amené les orques à avoir 5 points de vie, en règle générale. Et donc, on partait du principe que ces 2 points de vie supplémentaires, si on faisait le compte juste en termes de points de vie, ça équivalait en fait à un équilibre en termes de nombre de coups que pouvait se prendre chaque personnage. Alors, c'est une notion un petit peu particulière, mais vous remarquez déjà la problématique ici. C'est-à-dire que vous partez du principe que n'importe quel être humain peut encaisser le même nombre de coups, et que n'importe quel orc peut encaisser le même nombre de coups. Dans les faits, cette notion et cette règle-là, elle est pour se simplifier la vie, notamment vis-à-vis des problématiques qu'on pourrait avoir d'arbitrage, notamment dans des situations de bagarre générale. C'est très difficile de se dire « Attends, toi t'as pris 4 coups parce que t'es un guerrier, mais en fait sur ta fiche, je vois que tu n'as pas pris les avantages qui permettraient d'avoir 4 points de vie, etc. » Et donc on constate, et on peut constater, la difficulté fondamentale pour des raisons d'arbitrage en fait, pour essayer d'imposer comme ça une limitation, une force qui va essayer de rester sur les joueurs pour essayer de calmer en fait les ardeurs des combattants les plus importants. Néanmoins, à partir de là, on constate que un orc va être plus résistant, mais pas pour une notion d'histoire, mais juste pour une notion de on aura moins de joueurs orcs et il faut les équilibrer par rapport aux joueurs humains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dont j'avais déjà parlé aussi, c'était le fait que certains peuples qui étaient moins nombreux allaient avoir des pouvoirs qui allaient être extrêmement puissants. C'est-à-dire que vous alliez avoir, par exemple, je vais donner l'exemple, mais vous alliez avoir des elfes qui étaient de mémoire un groupe, je crois, entre 30 et 40, qui avaient un pouvoir d'éclair en chaîne, où en gros, un magicien elfe tapait 2 épées l'une contre l'autre, et il y avait un éclair qui devait frapper en fait tous les gens qui avaient une armure, et l'explication qui était donnée, c'était ils sont pas nombreux, ils pourraient se faire raser, donc on va leur donner ça, comme ça, vous avez une espèce de blocage immédiat pour éviter que justement, si les joueurs se motivent un peu, ils puissent se dire, allez hop, on va raser ces elfes-là. Et là, on arrive sur une logique qui est que les règles viennent sous-tendre, en fait, essayer de protéger, préserver les groupes, et les pouvoirs vont essayer de préserver les groupes. Par rapport à ça, le groupe dans lequel je me trouvais, qui s'appelait Xao, donc, avait un pouvoir majeur qui était ce qu'on appelle le pouvoir de l'étincelle,
Donc pour faire très simple, les membres de Xiao sont des humains, sont des mortels, il n'y avait rien de particularité à part ça, c'était des humains, et ils avaient en eux une étincelle de magie, c'est-à-dire une espèce de source de magie intérieure. Alors bien sûr, ça c'était juste... ça c'est le concept qu'on m'a donné. Alors il a fallu essayer de définir pourquoi ils avaient cette étincelle de magie, etc. Donc ça c'est moi qui m'y suis penché, mais l'idée concrète de Xiao, c'est que il existait des individus qu'on appelait les célestes, qui pouvaient cumuler l'étincelle de magie de tous les membres de Xiao qui les accompagnaient, qui les suivaient, pour, entre guillemets, utiliser une force de puissance équivalente. Le groupe de Xiao comptait 80 joueurs. 80 joueurs, vous vous doutez bien que à ce moment-là, si on imagine que le pouvoir cumulé augmente la puissance du sortilège qui peut être utilisé, ça peut avoir des répercussions qui sont absolument dévastatrices. Mais en même temps, il faut savoir raison garder, c'est-à-dire qu'il faut savoir essayer de pouvoir justifier qu'un groupe qui est entre guillemets déjà nombreux va se retrouver avec un pouvoir qui, par le nombre, va lui permettre de pouvoir anéantir potentiellement une faction. Et là, en fait, moi, ma situation et ma problématique sur le moment, c'est de dire, il faut que moi, je puisse donner corps à cette notion-là. Il faut que je puisse concevoir le gameplay tel qu'on me le demande. Mais dans le même temps, il faut que les autres organisateurs, et ça c'est quelque chose que je reviendrai vraiment dans l'épisode 4, la notion d'organisateur de camp, mais il faut que les autres organisateurs ne se sentent pas inquiétés par une union sacrée de Xiao, encore une fois dans cette optique de attendez, imaginez, ils arrivent devant notre camp, ça veut dire que si les 79 Xians sont tous derrière leur chef, il peut nous raser. Cette peur, cette idée fondamentale de mais un type peut en un claquement de doigts nous détruire, elle vient des orgas à la base, et c'est important parce que ça va créer une sorte de frayeur. Alors moi, me concernant à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que j'écrive quand même des règles. Il faut que, parce que le truc est posé, il est écrit, les joueurs y ont accès, donc ils s'attendent à voir le fonctionnement de ce système. Et ce que j'ai déjà pu constater sur d'autres jeux, c'est que si vous écrivez une notion mais que vous ne la développez pas, les joueurs vont s'en emparer et vont l'interpréter chacun à leur sauce. Donc il faut que vous ayez la chose la plus carrée possible. La notion d'équité que moi je mets en place à ce moment-là, c'est de dire très bien, on va mettre en place un système de vote, c'est-à-dire que chaque jour, les Xians doivent dire « je vote pour telle personne ». Alors c'était une idée qui, avec le recul, n'était pas excellente, parce que justement ça faisait un peu usine à gaz, dans le sens où ça demandait à ce que je sois présent tous les matins, que tous les joueurs soient présents tous les matins pour faire leur vote. Et ça faisait aussi que certains Xians en fait jouaient avec ça, ça devenait difficile en fait de changer votre affinité avec un céleste au fur et à mesure du jeu. L'autre point, c'était que autant vous pouviez avoir beaucoup de gens qui vous suivaient et vous pouviez faire un sort extrêmement puissant, autant à l'inverse, si personne vous suivait et que vous jetiez votre sortilège, ça faisait pétard mouillé. L'intérêt de ça, c'était d'essayer de montrer comment, justement, il fallait essayer, pour les joueurs célestes, de rassembler des forces, de rassembler des unités pour essayer de pouvoir créer un déferlement magique qui soit important. Et par rapport à ça, pour revenir sur la notion d'équité, il avait été décidé, en amont du jeu, que les joueurs Xian, tous les joueurs Xian, seraient divisés. C'est-à-dire que vous aviez 80 joueurs dans le groupe, qui représentaient la nation, mais si vous regardiez en individualité, si vous regardiez en microcosme, vous aviez différents clans qui, au choix, étaient ennemis, rivaux, voire potentiellement alliés, mais en vrai étaient dans des situations et des phénomènes de tension réels et concrets par rapport à tout le reste. Et la problématique qu'il y a eu par rapport à ça, c'est que nous avons un groupe de joueurs qui sont arrivés en disant « nous, on veut être unis ». Et mon co-orga, à ce moment-là, plutôt que d'essayer d'expliquer, mais même de dire que votre fonctionnement ne va pas rentrer dans la logique de notre jeu, trouvez autre chose, trouvez un autre groupe, mais vous ne pouvez pas être unis.
Et plutôt que de casser en fait cette union sacrée entre les joueurs, même de manière artificielle, mais de les obliger en fait à prendre le temps de jouer selon les codes qui étaient les nôtres, on a préféré, et je dis on dans le sens de l'équipe d'organisation a préféré laisser faire parce que c'était trop problématique de perdre une trentaine de joueurs unis en comparaison de simplement leur faire respecter ce qui étaient les canons même du récit. Et donc là on arrive sur une notion, c'est-à-dire que l'équité au sein du jeu tel que moi je le jouais, tel que présenté, a été brisée par une démarche qui était, je vais utiliser le terme parce que c'est un vrai terme, une démarche qui a été mercantile. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir pour les organisateurs de jeux de rôle grandeur nature qui pourraient m'écouter. Ceux qui voudraient tenter, ou ceux qui l'ont déjà tenté, vos joueurs n'ont pas de vision globale. Vos joueurs ont au choix une vision individualiste ou une vision d'œillère. Et donc, en fait, quand vous allez leur imposer des choses, ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Eux, ce qu'ils vont voir, c'est que vous leur imposez quelque chose. Par rapport à ça, un GN doit marcher. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, je pense que si quand même, parce que quand on observe, c'est toujours une difficulté, mais il y a une crise qui traverse le monde du jeu de rôle grandeur nature, par vague, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des jeux de rôle qui essaient de se monter, qui ne remplissent pas leur place, et qui finissent par s'écrouler, en fait, par manque de personnes qui viennent. Donc, quand on est dans un GN qui essaye, pour son premier opus, de se développer, qui essaye de fournir une offre qui soit à la hauteur, vous avez une peur réelle et concrète de la part des organisateurs et une pression qui vient se naître de l'idée de se dire on doit faire mieux, on doit essayer de faire plus. Pression qui s'exerce d'autant plus que vous êtes, de manière volontaire ou non, et ça je laisserai les gens juger, mais dans une opposition commerciale avec d'autres jeux de rôle grandeur nature qui proposent plus ou moins le même format que vous, qui proposent plus ou moins les mêmes règles que vous, et donc en fait à partir de là, c'est les variations et les bonus que vous allez rajouter qui vont offrir aux joueurs l'attrait pour votre univers. L'attrait de Drakeris, c'était de dire on va vous offrir un jeu avec des backgrounds détaillés. Je reviendrai sur cet aspect, je pense, potentiellement dans la vidéo sur les orgues de camp, mais dans tous les cas, en fait, vous voyez que la plus-value qui était tentée à ce moment-là était intéressante, mais elle ne peut fonctionner que si c'est en accord avec l'univers que vous-même vous défendez. Par rapport à ça, quand on observe ce qui s'est passé dans les dernières années de Drakeris, en fait, on peut constater qu'il y a eu une perte de motivation, en tout cas, correspondant à la notion d'équité. C'est-à-dire que nous sommes allés au fur et à mesure du temps sur Drakeris vers cette notion d'abandonner en fait la notion d'équité pour essayer de coller le plus possible à des demandes de joueurs, tout simplement, des demandes de joueurs qui disaient moi je veux ça parce que c'est écrit ça dans mon bouquin, etc. Ce qui fait que donc il a fallu répondre aux demandes des joueurs, et par peur en fait aussi je pense d'un abandon et d'une notion de mercantilisme, c'est-à-dire de se retrouver en fait mis derrière d'autres gros GN qui marchaient. Et c'est une notion qui est un peu bâtarde dans le jeu de rôle grandeur nature, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans une situation où vous essayez d'être créateur, vous essayez de créer quelque chose, et de le créer même de manière associative, donc vous n'en retirez pas normalement de qualité pécuniaire, mais dans le même temps vous êtes obligé, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, vous êtes obligé de fournir un service qui soit suffisamment attrayant pour que des gens y adhèrent et continuent d'y adhérer. Donc c'est toujours une espèce de planche un peu branlante sur laquelle vous êtes, et donc par rapport à ça, on arrive donc à cette notion de, pour pouvoir parler des règles et de l'équité, comment mettre en place une équité entre les joueurs qui fonctionne. Comment mettre en place une équité qui fonctionne, toujours dans l'optique dans laquelle je considère que ça n'a pas fonctionné sur Drakeris. Par rapport à ça, l'idée c'est, est-ce que un jeu qui est centré sur le joueur contre joueur doit être équitable? Et ça c'est déjà la première question que je voudrais poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de rendre un jeu équitable pour qu'il fonctionne? Je m'explique. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas équitable. Le monde dans lequel nous sommes favorise, on va dire, des puissances qui vont avoir à un moment donné une hégémonie, qu'elle soit technologique,
qu'elles soient même purement matérielles, etc., sur d'autres. Néanmoins, quand on observe, il y a une forme de guerre asymétrique, donc une forme de conflit asymétrique qui peut se mettre en place. Et vous pouvez saper les forces d'un ennemi même technologiquement supérieur à vous, ceci en essayant de réfléchir, de modérer, de modeler en fait une autre forme de guerre. C'est-à-dire que vous n'allez pas affronter ces personnes sur une plaine quand vous êtes 20 et qu'ils sont 400. Vous n'allez pas affronter 20 personnes sur une plaine quand vous êtes tout seul. Vous devez trouver une tactique différente, vous devez trouver un moyen de sap différent. Pour un GN, tel que le pratique en tout cas Drakiris, qui s'inspire mine de rien du wargame, vous rentrez à partir de là dans une logique qui est différente, puisque votre but c'est d'avoir cette scène de bataille, c'est d'avoir, quand vous avez 500 joueurs, à un moment une scène majeure où vous allez avoir 100 personnes d'un côté, 100 personnes de l'autre. Et donc ce besoin cinématographique là, qui est une conception entendue autant par les joueurs que par les organisateurs. Cette conception-là va se prolonger sur votre jeu et va essayer d'infuser comme ça toutes vos directives, toutes vos tentatives. Vous voulez offrir aux joueurs, et les joueurs veulent vivre une expérience cinématographique. Pourquoi est-ce que des événements comme Candoria fonctionnent au départ ? Maintenant c'est quelque chose de différent, mais au départ, parce qu'il y a cette promesse de se retrouver dans une situation de simulation de bataille médiévale et de mêlée médiévale dans laquelle vous êtes plusieurs centaines potentiellement à vous affronter. Même si dans la réalité, on excède rarement 300 personnes sur un champ de bataille, c'est déjà énorme. Mais vous avez quand même cette idée, cette volonté, cet espoir de vivre quelque chose comme ça, parce que c'est une vision que vous avez déjà eue dans d'autres univers, et vous espérez la revivre. Donc déjà, sur cette notion de joueur contre joueur, la différence, c'est est-ce que vous voulez un jeu joueur contre joueur, est-ce que vous voulez un jeu qui soit cinématographiquement viable par rapport à ce que les gens projettent de ce que c'est qu'une guerre et une bataille. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, notamment sur ces questions d'équité, est-ce que vous voulez forcément un jeu qui soit symétrique ? Et là, je m'explique. Le principe d'une guerre, c'est que nous faisons, en règle générale, des conflits et des guerres pour deux raisons. Soit parce qu'il nous manque quelque chose qui est possédé par l'autre, soit parce que nous avons quelque chose et que nous ne voulons pas que l'autre l'ait également, puisque nous ne voulons pas un équilibre de la puissance. Et donc on va essayer de créer des conflits, on va essayer de créer des situations qui vont nous permettre d'affronter les personnages les uns avec les autres dans ces circonstances. Par rapport à ça, une des propositions que j'avais faites à Drakiris à l'époque, c'était s'il voulait vraiment un conflit, pourquoi ne pas envisager de créer une maladie qui serait mortelle, et pour laquelle la seule chose qui pourrait soigner les joueurs serait, par exemple, un cœur d'un elfe. Ce qu'on constate dans cette problématique, et dans ce qu'elle met en place ensuite, c'est que la plupart du temps, quand vous proposez une solution aussi radicale, la plupart du temps en tout cas, c'est pas les joueurs qui vont refuser, ça va être l'organisateur lui-même. Pourtant, si vous voulez un jeu qui est orienté vers le conflit, créer une source de conflit comme ça est la méthode la plus efficace, même si elle est artificielle, pour être sûr d'engranger un conflit. Par rapport à ça, et ensuite par rapport à la notion d'équité. Je vais y revenir parce que je vais maintenant essayer de développer pourquoi la notion de deux camps est une mauvaise idée. La notion de deux camps, on l'a déjà vu, ça a déjà été défini par plusieurs personnes, c'est une mauvaise idée parce que lorsque l'un des deux camps va supplanter l'autre, il n'y a aucun moyen, dans la logique en tout cas, de pouvoir réussir à rattraper son retard. Mais c'est une mauvaise idée pour une autre raison, et une raison qui est tout autant importante. Cette raison, elle est toute simple, c'est ce qu'on appelle la notion d'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, c'est cet événement très connu au moment de la guerre froide qui faisait que la production d'armes nucléaires par les États-Unis et l'Union soviétique atteignait chacune une quantité absolument astronomique. On parlait de nombre d'armes nucléaires suffisamment grand pour pouvoir atomiser plusieurs fois la planète. Même si, dans les faits, ce serait un peu plus complexe que ça, dans la réalité, si cette idée-là était implantée parmi les gens, sachant qu'on pouvait atteindre plusieurs dizaines de milliers de têtes atomiques à chaque fois, la raison d'être de cette existence était que, si jamais l'un des deux adversaires faisait un pas,
La seule solution viable à partir de là pour la résolution de ce conflit était la destruction mutuelle des deux forces. L'autre idée sous-jacente derrière cette option, c'est la notion de la théorie paradoxale. Que se passe-t-il lorsqu'un objet que rien n'arrête rencontre un autre objet qui ne peut pas bouger ? Eh bien, lorsque vous avez deux blocs, non seulement l'un des deux blocs risque forcément de tomber, mais par ce même principe d'équilibre de la terreur et par ce même principe qu'on vient de développer là, il ne sera pas possible, à moins de l'aider de manière artificielle pour lui, de remonter la pente. Une pente descendue à ce stade sera une pente terminée. Par rapport à ça, et c'était le cas sur Dracarys, l'idée qui était sous-tendue, c'est que, effectivement, il pouvait y avoir un gagnant et donc un perdant. À partir de là, le seul enjeu qu'il y avait à faire pour la plupart des joueurs, c'était simplement une question rapide de qui sera du bloc du gagnant et qui sera du bloc du perdant. Donc, ce qu'on voit là, c'est que l'idée de base était de créer un déséquilibre. Sauf que de ce déséquilibre aurait pu naître une autre idée, mais il aurait fallu pour ça que le GN devienne asymétrique. Qu'est-ce qu'un GN asymétrique, me demanderez-vous ? Un GN asymétrique, c'est le fait de donner une occasion au perdant, et en fait, en règle générale, à tous les groupes, de concevoir autrement la manière de se dérouler, dont doit se dérouler, la suite des événements. L'idée que moi j'avais par rapport à ça, c'était de créer une troisième faction, une faction dans laquelle les joueurs pourraient essayer d'obtenir une forme de liberté par rapport à ce conflit majeur, en essayant d'équilibrer le rapport de force sur un principe de neutralité. Et ce qu'on peut constater, c'est que la neutralité n'est pas une forme totalement débile en tout cas, de victoire sur l'autre. Un des jeux les plus équilibrés me concernant, et c'est là que je vais aborder ma dernière partie, c'est un jeu d'enfant appelé le Poule Renard Vipère, ou d'autres variantes dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le Poule Renard Vipère part du principe, et en réalité vous allez voir que c'est assez facile comme règle, d'adapter de manière grandeur nature l'idée du pierre-feuille-ciseau. C'est-à-dire, vous connaissez le principe du pierre-feuille-ciseau, vous êtes face à un adversaire, vous faites un pierre-feuille-ciseau avec lui, c'est-à-dire que vous devez imiter un symbole ou un signe qui évoque la pierre, la feuille ou le ciseau, et vous gagnez la victoire sur l'idée que la feuille est coupée par le ciseau, qui est détruite par la pierre, qui est recouvert par le papier. Ou la feuille. Donc, ce petit système-là, qui est un système totalement équilibré en l'occurrence, peut être déséquilibré, c'est quelque chose qu'on a pu déjà voir dans d'autres vidéos aussi, mais dès lors que vous introduisez un quatrième élément qui vient piéger la chose, alors vous avez le légendaire élément puis qui vient détruire en fait le jeu et montre à quel point un jeu aussi intelligent et bien pensé que le pierre-feuille-ciseau peut être absolument ruiné par ce quatrième élément. Mais j'y reviens, le Poule Renard Vipère indique l'idée de faire au sein d'un groupe de jeu, 3 groupes de taille équivalente, un groupe qui représente les poules, un groupe qui représente les renards et un groupe qui représente les vipères. Les poules mangent les vipères mangent les renards mangent les poules. Le gagnant est celui qui a réussi à attraper chaque membre de son équipe et à l'envoyer en prison. Et là vous allez me dire, en quoi ce jeu est plus équilibré ? Eh bien, aucun des groupes ne peut jouer sans prendre en considération la nécessité de discuter et de créer, à un moment donné, une forme de diplomatie avec vos adversaires. C'est-à-dire que si les renards, par exemple, veulent gagner, ils pourront négocier avec les vipères la destruction des poules, puisque si les renards perdent, les vipères, par extension, n'auront plus que leur adversaire mortel sur le terrain et sont donc condamnés à la défaite. Vous avez donc, pendant un très long moment, une stratégie qui peut se mettre en place, dans laquelle les 3 groupes vont, les uns après les autres, s'affronter, se faire d'eux-mêmes
des alliances et se trahir, tout ça pour espérer réussir à gagner le plus possible de temps jusqu'à la victoire finale. Victoire finale qui n'est même pas certaine, parce que justement, cet équilibre de la terreur de deux blocs, qui à partir de là ne compterait que sur les qualités et défauts potentiels d'une armée et de son adversaire, se voit renversé ici par la possibilité que le troisième joueur, lui, se positionne pour l'un ou pour l'autre, voire pour aucun des deux, mais maintienne une pression constante, et par cette pression constante maintenue, puisse désirer maintenir le conflit entre les deux factions, parce que dès lors que le conflit entre les deux premières factions se terminerait, eh bien, le vainqueur serait au choix la proie ou le prédateur du troisième groupe. Il est donc dans son intérêt eh bien, de maintenir le conflit entre les deux entités premières pour pouvoir approcher ses prédateurs et négocier la victoire sur les proies. Ça n'est pas forcément le système le plus optimum, mais comparé à une notion bipartite, vous avez là une notion d'équilibrage qui peut être, à partir de là, un peu plus efficace. L'autre point sur lequel j'aimerais revenir, et ce sera le dernier point que j'aborderai dans ce podcast, c'est l'idée fondamentale de déséquilibre. Ça n'est pas grave d'avoir un jeu qui soit, de manière globale, déséquilibré. Si vous avez un jeu avec un système dans lequel un groupe est largement supérieur aux autres, il n'est pas nécessaire que tous les petits s'allient contre le grand. Il n'est pas nécessaire de vous mêler de cette histoire. Par contre, il faut que vous définissiez dès le départ et à vos joueurs que non seulement la situation dans laquelle ils vont se trouver va être un conflit asymétrique, mais qu'en plus ils ont une autre solution que celle qu'ils pourraient envisager de base pour se sortir du conflit, pas forcément en tant que vainqueur, mais au moins en survivant. Vous devez mettre en place la possibilité de changement de camp, vous devez mettre en place la possibilité de trahison, vous devez faire rentrer dans l'esprit de vos joueurs que, par exemple, signer une paix avec un adversaire plus fort que lui n'est pas une défaite. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte parce que très souvent, et c'est quelque chose que j'ai entendu énormément, et de manière très hypocrite d'ailleurs, la plupart des gens vous diront on ne peut pas gagner un GN, on n'est pas là pour gagner un GN, on ne fonctionne pas sur la possibilité de gagner un GN. Ceci est faux. C'est faux. Il est tout à fait possible de gagner un GN. Il est possible de gagner un GN, pourquoi ? Parce que tout simplement, s'il était impossible de gagner un GN, des gens ne tricheraient pas. La peur de perdre provoque immanquablement la triche. Et pour certains esprits, mais en fait ils sont plus rares, la possibilité de tricher, c'est aussi une possibilité de gagner. La volonté de gagner surpasse l'entendement commun. Pourquoi je parle de ça maintenant et pourquoi je termine par ça ? L'équité en elle-même, c'est créer une illusion que tout le monde a une chance de gagner, que donc tout le monde a une chance de ne pas perdre, ce qui va aussi provoquer un sentiment de vouloir essayer de surpasser l'autre à tous les moyens, de toutes les manières possibles, et donc à partir de là, espérer juste une histoire de talent ou autre. Mais si vous partez avec des dés pipés, si vous partez avec un adversaire qui triche, eh bien ça va créer de la frustration et ça va créer un engouement qui va être bien moindre. Alors que si vous partez du principe dès le départ que vous dites à vos joueurs, vous ne jouez pas dans une situation où les rapports sont équilibrés, mais les rapports militaires sont équilibrés et que vous mettez en place toute une série de règles, de systèmes de gameplay et autres pour pouvoir permettre aux joueurs qui sont dans une position de soumission de pouvoir quand même en tirer un jeu, vous pouvez espérer non pas un jeu équilibré en termes de puissance, mais un jeu équilibré en termes d'amusement et de ludisme. Ne vous y trompez pas. Vous aurez des gens qui auront tellement peur de perdre votre jeu qu'ils tricheront. J'aborderai à un moment, non pas sur Drakeris, mais sur un autre GN dont j'avais été organisateur, les questions de triche et de comment les gérer. Mais rappelez-vous toujours que, et ça c'est la première et la principale leçon que je donnerai aux gens, lorsqu'un joueur joue, il n'a jamais
conscience de toutes les implications de ses actes, parce que il ne voit que lui-même et la manière qu'il a de fonctionner. Même pour un organisateur, avoir une vision globale est un exercice difficile et complexe. Donc pour un joueur, c'est un exercice auquel il ne se pliera pas facilement et auquel il ne voudra pas se plier. La meilleure solution pour régler ce souci, c'est de parler dès votre contrat social des notions d'équité et de permettre aux joueurs d'offrir une autre vision du jeu que celle d'un rapport et d'un rapprochement entre, d'un côté, les gagnants et les perdants. De la même manière, n'oubliez jamais que quel que soit votre jeu, hors cadre très particulier de GN, des GN qu'on appelle romanesques, partez toujours du principe que quel que soit votre jeu, il y a des joueurs qui viendront, même sans vous le dire, même sans jamais le cacher, pour gagner. Je termine ici le podcast sur l'équilibrage, j'espère qu'il vous a plu. Je pense que je vais continuer à faire ces espèces de petits journaux implémentés au fur et à mesure du temps. J'en profite pour dire que ça y est, l'écriture du podcast numéro 3 sur Vampire la Mascarade est écrit. Il devrait être enregistré la semaine prochaine et devrait normalement être disponible en fin de semaine prochaine, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. J'en profite également pour vous rappeler que le principe de cette émission est de fournir des informations, des histoires, des anecdotes, mais aussi des idées qui sont les miennes, et à partir de là, vous n'êtes pas forcé d'être en accord avec elles. C'est plutôt vraiment un retour d'expérience, voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous invite, si ça vous plaît, à bien vouloir commenter l'épisode, le liker même si c'est pas nécessaire, mais surtout pensez à regarder les autres choses qui sont proposées sur l'Antre du Chroniqueur. On a plein de choses qui sont proposées au fur et à mesure du temps et qui pourraient vous plaire. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à très bientôt, j'espère que vous pourrez passer de bonnes vacances, nous sommes fin juillet chez moi. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour m'avoir écouté et à bientôt.